Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Ils ne passeront pas, nos passaran. Ces deux mots avaient rendu en 1936 Dolores Ibarruri célèbre. 3 ans plus tard, en 1939, les Madrilènes, acclamant les troupes du général Franco, criaient « Han pasado », ils sont passés. Dolores Ibarruri s'était trompée, pour elle l'exil commençait, il allait durer 38 ans. Le général Franco est mort, l'Espagne est sur le chemin de la démocratie, et hier soir, la Pasionaria, celle qui galvanisait le cœur des combattants de l'armée républicaine espagnole, a remis les pieds sur la terre d'Espagne. Un retour discret, sans ostentation. Des militants communistes étaient certes à l'aéroport pour accueillir leur présidente, mais aucun membre de la direction du parti n'avait fait le déplacement. À 82 ans, Dolores Ibarruri sera pourtant candidate aux prochaines élections législatives du 15 juin prochain sous l'étiquette du Parti communiste. L'Espagne de 1977 reconnaîtra-t-elle la Pasionaria de 1936? Les années ont passé. L'Espagne a beaucoup changé. Dolores Ibarruri est maintenant une vieille dame. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Bonjour. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez de moi? Vous parlez bien français en tout cas. Un Je vous en petit prie. peu. Je voudrais vous demander d'abord comment vous allez. Très bien, merci. Le voyage s'est bien passé? Très bien. Bien, quel a été votre premier sentiment en retrouvant Madrid? Une grande joie, parce que c'est l'aspiration de toutes les années que j'ai passées dans l'immigration. Alors, retourner à la patrie pour toutes les personnes, c'est un événement très important. Comment vous avez trouvé Madrid hier soir quand vous êtes passé? Fantastique. Nous aimons Madrid, toujours nous avons la main. Mais maintenant, c'est une Madrid moderne, c'est une Madrid qui a progressé beaucoup, c'est une Madrid qui s'est ampliée, c'est une grande cité. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Oh, travailler, c'est l'affaire de ma vie. Travailler où les partis croient convenant que je travaille, ici ou dans les Pays Basques ou en Andalousie, où les partis considèrent que je devrais travailler. Vous ne pensez pas que si vous entamez une nouvelle campagne électorale, ça va être quand même un peu difficile pour une femme de 82 ans? Mais vous savez, malgré mon âge, je me sens encore avec force pour faire une campagne électorale. Mais je vois bien, en tout cas. Et surtout en Asturie. En Asturie ou dans les Pays Basques, où dans notre parti considère que c'est plus convenant que j'y participe. Vous pensez qu'avec votre retour, c'est une page de l'histoire de l'Espagne qui est tournée définitivement? Enfin, je pense que je ne comment ça peut dire? Je ne peux remplir une page de l'histoire d'Espagne. Je suis une femme qui a vécu dans les zones minières de Vizcaya une vie très dure et que je me soulevé contre la misère que nous avons vécue et que lutté. J'ai compris que c'est le Parti communiste qui oriente mieux la lutte de notre peuple et je me fais communiste. Alors pour moi la vie seulement a un objectif, travailler, lutter pour améliorer la condition de notre pays, de notre peuple. C'est mon objectif fondamental. Le personnel pour moi, il n'y a pas d'importance en relation avec le général. Comment vous jugez la situation politique aujourd'hui en Espagne, ce que vous avez pu en suivre? Enfin, je pense qu'il y a une amélioration en relation avec le franquisme, parce que maintenant il y a la possibilité de se développer la force démocratique. Et c'était un grand progrès en relation avec ce qui a été le franquisme. Pour cela, c'est possible que je vienne, c'est possible que notre parti travaille, c'est possible toute l'activité de toutes les forces progressives et démocratiques de notre pays. Alors nous sommes très contents, malgré que pour nous la monarchie c'est une chose du passé, mais c'est un fait et nous reconnaissons ce fait. C'est la monarchie, nous le reconnaissons et nous travaillons dans la monarchie espagnole avec les droits que nous avons droit comme toutes les organisations. Je suis très content d'être en Espagne. Dominé par l'affrontement télévisé Raymond Barre, François Mitterrand, la semaine politique se termine par un congrès et des chansons, pas au même endroit, je vous le dis tout de suite. Le congrès, ce sont les radicaux favorables à la majorité qui le tiennent. Leur problème, se choisir un président. 2 candidats sont actuellement en présence, M. Jean-Jacques Servan-Schreiber, le député de Nancy, d'une part, et M. Edgar Faure, le président de l'Assemblée nationale, d'autre part. Le corps à corps d'aujourd'hui et de demain n'est pas entre moi-même candidat à la présidence de notre parti et tel ou tel autre candidat, mais entre vous et moi. Est-ce que
je mérite votre confiance. Demain, non seulement sans haine, mais sans esprit de belligérance, nous gagnerons les élections législatives. Après-demain, sans esprit de belligérance, nous inviterons toutes les familles politiques du pays à la grande législature dont sortira fidèle et rénovée la France des temps prochains. Législature nationale de 1978-83 qui s'articulera avec la première législature européenne, Europe des peuples, Europe de la démocratie, elle-même prête à apporter au monde le message que depuis si longtemps lui composent nos humanismes conjugués. Alors Noël Copin, j'ai l'impression qu'au congrès du Parti radical aujourd'hui, les propos étaient sévères et c'est un véritable corps à corps. Jean-Jacques Servan-Schreiber en parlait, mais un véritable corps à corps qui s'est passé. Oui, c'est un congrès mouvementé et un congrès qui renoue bien avec la grande tradition radicale de l'éloquence et de la passion, de fortes personnalités qui s'affrontent devant une salle qui est partagée, qui est divisée, houleuse, qui siffle et qui applaudit très facilement. Cet après-midi, donc, deux grands discours dont nous avons vu de brefs extraits. Discours de M. Jean-Jacques Servan-Schreiber sur un ton à la fois curieusement sobre et passionné. Il demande au Parti radical de retrouver son identité. Et vous l'avez entendu, il lui demande de lui faire confiance. Et puis, il critique bien sûr M. Edgar Faure. À mots couverts, il reprend une critique qui a été adressée au président de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire de vouloir s'emparer du Parti radical pour le donner en quelque sorte à M. Chirac. Et M. Servan-Schreiber demande, accepterions-nous de nous fondre dans un grand ensemble conservateur? Réplique de M. Edgar Faure, je ne suis pas le sous-marin du RPR, mais ne soyez pas non plus des torpilleurs contre le RPR. Le président de l'Assemblée nationale a prononcé un discours long, brillant, avec des formules ciselées, puis quelques réparties assez piquantes. Ainsi, par exemple, à un moment, quand il parlait de l'époque où il était en dehors du Parti radical, quelqu'un lui crie « Pourquoi es-tu parti ?» Réponse « Pour revenir ». Un retour donc qui est assez spectaculaire et qui provoque des remous. On a eu l'impression que le président Edgar Faure avait retourné la salle en sa faveur, mais tout à l'heure, tout en fin d'après-midi, nouveau rebondissement. Madame Françoise Giroud monte à la tribune et se livre à une attaque cinglante contre M. Chirac et indirectement aussi contre M. Quelques petites phrases. Edgar Faure, avec quelques petites phrases, je vous en cite une. La preuve, c'est qu'il, M. Chirac, nous prête son mentor, M. Edgar Faure, pour en faire le futur président. Il veut mettre le Parti radical dans sa poche par président interposé. M. Edgar Faure quitte la salle avec ses amis. Il semble que Mme Françoise Giroud ait retourné la situation. Donc vous voyez un congrès vraiment mouvementé et fertile en rebondissement. Suite ce soir et demain matin. Et demain toute la journée vraisemblablement. Jusqu'en fin de matinée, au début d'après-midi. Mais je vous disais également donc que la semaine politique allait se terminer en chanson. À la Villette à Paris, le Parti communiste attend en effet des milliers de personnes pour la fête de Paris. Au programme de la musique, des chansons, du théâtre, du cinéma et tout de même un peu de politique. 13 débats sont prévus et demain, Georges Marchais prononcera aux alentours de 16 h un discours. Cette fête de Paris est en tout cas la deuxième organisée par le Parti communiste français. C'est la fête à la Villette, au pied des abattoirs, sous la grande halle. La Fédération communiste de Paris attend jusqu'à demain soir quelques 100 000 personnes. Fête foraine, kermesse, marché aux puces tout à la fois, cette fête de l'humain en réduction est celle de la culture, de la bonne chère et surtout des enfants. Dans les stands de chaque arrondissement, des jeux, des expositions, des spectacles. Mais oui, parce qu'elles ont des épines. Si l'oreille souffre un peu dans le brouhaha des haut-parleurs, des fanfares et des camelots, le nez aussi est à la fête avec les effluves mélangés de merguez frites et de moules farcies. Ici, tout le monde se tutoie, tout le monde est de bonne humeur, même la politique, présente partout, est bon enfant, car la fête de Paris est aussi un lieu d'échange et de débat. 7 cet après-midi sur des thèmes aussi variés que le sport, l'indépendance ou l'enseignement. Il y en a 6 autres demain, mais le clou de la fête, ce sera le grand meeting avec Georges Marchais.
Le mouvement de grève du 24 mai sera certainement l'un des plus importants de ces 20 dernières années. En effet, après la CGT, la CFDT et la FEN, après Force ouvrière, la CGC et la CFTC ont décidé aujourd'hui d'appeler leurs adhérents à la grève. Ainsi, le front syndical contre le plan Barre se présente-t-il aujourd'hui sans faille. Unanimité sur le fond qui ne se traduit toutefois pas par la même unanimité sur le plan des modalités d'action. Comme Force ouvrière, la CGC et la CFTC ne se joindront pas au défilé organisé dans la rue. Pour eux, l'objectif est de garder à cette journée du 24 mai un caractère strictement syndical. Tout de même, Jean Menin, on peut se demander si les cadres sont suffisamment mécontents. Sont-ils vraiment mécontents au point de s'allier avec les grandes centrales ouvrières pour faire grève? Je crois que le mécontentement des cadres ne date pas d'aujourd'hui. Nous avions lancé une grève le 18 décembre 1975. Nous avons organisé une campagne d'automne à l'automne 1976 pour protester contre un certain nombre de mesures gouvernementales. Aujourd'hui, nous constatons que rien n'est fait et nous rentrons dans le mouvement, dans l'action plus dure. Car qu'avons-nous constaté ces derniers temps? D'une part, le gouvernement a fait un geste en faveur des épargnants en reportant à plus tard l'application de la loi sur les plus-values. D'autre part, il vient de faire un geste ou il va faire un geste en faveur des entreprises en reportant à plus tard la loi sur la taxe professionnelle. Mais du côté des salariés, qu'y a-t-il de fait? Rien. On reste au même point. Il y a blocage des négociations contractuelles, des négociations paritaires sur les salaires, et ceci, nous ne pouvons l'admettre. Les cadres n'aiment pas tellement faire grève, ils n'aiment pas se croiser les bras. Vous pensez que cette grève du 24 mai, pour votre secteur cadre, sera une réussite? Nous faisons en tout cas tout ce qu'il faut pour qu'elle soit une réussite. C'est le 24 mai au soir que je pourrai répondre très précisément à votre question. Mais le comité confédéral unanime aujourd'hui a décidé de s'engager à fond dans l'action pour que celle-ci soit une réussite. Aujourd'hui, vous rejoignez finalement le groupe des opposants à la politique gouvernementale, au plan Barre. Est-ce que vous ne craignez pas, rejoignant ce groupe, d'être taxé de politisation? Il est évident que nous ne venons pas, en faisant grève le 24, apporter notre caution à un mouvement politique, à une participation à des manifestations politiques. Et c'est bien dans cet esprit que, comme d'autres organisations, nous appelons ce jour-là à la grève, mais nous ne participerons à aucune manifestation sur la place publique qui risque d'être prise pour un soutien à telle ou telle forme de gouvernement. La grève que nous faisons aujourd'hui est en fait un avertissement à tous les gouvernements, qu'ils soient actuels ou qu'ils soient futurs, et cela quelle que soit leur étiquette politique. Merci. Michel Dornano, le nouveau ministre de la Culture, a décidé d'aider le cinéma. 25 millions de francs vont être prochainement débloqués pour faire sortir le cinéma de la crise où il se trouve depuis maintenant quelques années. Pour annoncer ces mesures, Michel Dornano avait choisi et le lieu et la date. C'est à Cannes, à l'occasion du Festival du film, que le ministre de la Culture a en effet précisé les modalités de cette aide au cinéma. Ces augmentations se répartissent ainsi. 8 millions aux producteurs plus 6 millions au fonds de garantie des pools bancaires de production et d'exploitation. 8 millions aux distributeurs qui ne bénéficiaient pas jusqu'à présent d'une aide financière. 2 millions à la promotion des films en France et à l'étranger, plus 1 million au crédit d'avance sur recettes. Enfin, mais sur un autre budget, une dotation nouvelle d'1,5 million serait envisagée pour le réseau des salles d'art et d'essai. Au total donc 25 millions de francs pour relancer l'industrie cinématographique, une aide plutôt modeste mais qui par le jeu des coefficients multiplicateurs, a expliqué le ministre, devrait permettre de réaliser une douzaine de films supplémentaires. Ce qui est certain, excusez-moi, je parlais avec un de mes confrères qui m'annonçait d'ailleurs, je fais une petite parenthèse pour vous le dire, que 2 Français auront peut-être des médailles d'or ce soir en judo. Je reviendrai peut-être dans quelques minutes sur cette information. Ce qui est certain, pour en revenir au cinéma, c'est que ce cinéma français ne se sortira pas de l'ornière où il se trouve uniquement grâce à une aide financière. Il faudra, a dit M. Dornano, que les professionnels y mettent tout de même un peu du leur. Alors, sont-ils prêts à cet effort? Pour l'instant, ils semblent préférer analyser soigneusement le contenu des propositions gouvernementales. Les déclarations de M. Michel Dornano, la réaction de la profession cinématographique réunie à Cannes pouvait se comparer à celle du petit garçon à qui on vient de faire un cadeau et qui regarde déçu dans sa main en disant « c'est tout ». Qu'en pensez-vous, Henri Chapier? Eh bien, moi, je vous dirais d'abord que ce n'est pas du tout un cadeau. Le ministre a été rapide et il a saisi l'occasion de présenter les mesures qu'il devait prendre depuis longtemps, ou du moins que le gouvernement aurait dû prendre. Il a saisi l'occasion de le faire tout de suite. Mais cette somme de 3 milliards anciens n'est pas du tout une somme
que l'État donne, c'est l'argent du public, si vous voulez. C'est l'argent des spectateurs qui sont allés voir des films. Et il y a aussi un reliquat des films porno qui ont été punis. Voilà. Alors, ça va être distribué à l'intérieur de la profession, et c'est là que l'État a un rôle de gendarme utile. Mais, si vous voulez, même si on encourage la jeune création, il faut bien se dire que c'est toute la philosophie en matière d'aide à la création qu'il faut réenvisager. Et les mesures de ce matin ne sont pas une révolution, c'est simplement une distribution entre les catégories les plus touchées. Mais il faut bien se dire une chose, de même que le cinéma contribue au rayonnement de la culture, eh bien, la télévision également, on a fait appel à la télévision, doit être aidée d'une autre manière, c'est-à-dire la pression fiscale devrait diminuer. Et là, la principale revendication qui est d'abaisser le taux de la TVA en considérant que les films sont comme des livres, enfin ça a été ajourné apparemment. Le cinéma, en tout cas, est bien malade. On tourne en France de moins en moins de films. Effet sans précédent cette année, des productions déjà engagées sont interrompues. C'est le cas notamment pour un film de Robert Enrico. Alors, cela veut-il dire que le cinéma est voué à une mort prochaine? Peut-être pas. Certains cinéastes ont en effet décidé de changer de méthode. Pour eux, fini les budgets écrasants. On tourne à l'économie. Des spectateurs qui sortent nombreux d'un cinéma, mais ce n'est que du cinéma. En France, la fréquentation des salles a diminué de 4% l'an dernier. En 15 ans, le nombre de spectateurs a diminué de moitié. Dans ces conditions, produire et réaliser un film devient de plus en plus difficile. Ici, Claude Miller, 36 ans, tourne les extérieurs de Dites-lui que je l'aime, adapté librement d'un roman de Patricia Highsmith. Une production classique, des vedettes très cotées au box-office, Depardieu et Miu Miu, et un budget de 6 millions de francs, c'est déjà gros. Claude Miller, c'est le réalisateur de La meilleure façon de marcher, un premier film d'1,5 million seulement, et aussi un succès commercial. Et Claude Miller, c'est aussi un des seuls à faire un film en ce moment, car on tourne de moins en moins chaque année. Alors il est sans doute l'un des mieux placés pour savoir quelle est la meilleure façon de faire un film. Il y a une espèce de bouche à oreille. Finalement, je crois que le milieu du cinéma est un milieu assez petit, restreint, où les gens se parlent beaucoup entre eux. Disons que La meilleure façon de marcher, en dehors du succès, c'est un film qui a été fait dans les temps, c'est-à-dire en un temps très court, en 5 semaines. Et je ne crois pas que ça se sente, enfin cette rapidité et cette vitesse se sentent trop au résultat. Et peut-être que c'est ce qui a donné confiance aux producteurs aussi. Étrange 828 première. C'est vrai que la confiance des producteurs diminue au fil des années. Car dans un film, si les dépenses sont connues dès le départ, les recettes sont imprévisibles. Le risque est énorme, d'autant qu'avec le système de distribution actuel, on gagne gros ou on perd beaucoup, il n'y a pratiquement plus de milieu. Pour ce film, Dites-lui que je l'aime, les producteurs ne sont engagés que pour un quart du financement. Ils ont monté une coproduction classique, à part à peu près égale avec les distributeurs français, une chaîne de télévision et l'exploitation du film à l'étranger. Actuellement, c'est le meilleur moyen de limiter les risques. En effet, ça les limite. C'est-à-dire que les risques sont transportés, au lieu d'être entièrement sur nous, ils sont transportés en partie sur ceux qui ont fait confiance au film à l'étranger et surtout celui qui a fait confiance au film en France, c'est-à-dire le distributeur. Le cinéma connaît, comme beaucoup d'industries, mais peut-être là encore plus, une inflation très grande et qu'il y a un transfert, disons, du nombre de spectateurs qui d'habitude allaient au cinéma vers la télévision. C'est un phénomène qui est apparu pas seulement en France depuis quelques années. Et je veux dire, il y a moins de spectateurs dans les salles pour voir des films maintenant, et les films n'ont pas diminué de prix, au contraire, ils ont augmenté parce qu'ils ont suivi une inflation générale. C'est vrai, le coût des films a augmenté. C'est vrai, la télé livre une concurrence inégale et achète les films à bas prix. Mais la profession a sa part de responsabilité, par son manque d'organisation, par la répartition des recettes qui avantage les distributeurs, par ses réglementations pesantes enfin. Disons que nous vivons depuis des années entre deux types de sociétés qui s'affrontent et le cinéma qui par nature doit évoluer dans un système libéral est régi depuis presque 40 ans par des voies autoritaires et dirigistes, par des règles, disons, qui datent de l'occupation des Allemands. C'est donc assez paradoxal. Pourtant, et c'est rassurant, beaucoup de jeunes ne se découragent pas. Ils cherchent même des solutions nouvelles. Ici, dans un petit village près de Paris,
René Richon va réaliser son premier film, La barricade du point du jour, une évocation de la vie quotidienne pendant la Commune. Un petit budget, un peu plus de 2 millions de francs, financé par l'avance sur recette, par un avaloir de distributeurs étrangers et par des crédits obtenus ici ou là à force de patience. Pas de vedettes, mais des comédiens confirmés comme Anissé Alvina, Jean-Luc Bidot, Raymond Bussière et une trentaine d'autres. Au total, avec les décors et les costumes, un projet ambitieux, mais aussi une nouvelle façon de travailler. Au lieu d'y avoir, si vous voulez, 2 ou 3 superstars, comme ça se fait habituellement dans le cinéma traditionnel, il y a une trentaine ou quarantaine de comédiens qui ont bien voulu mettre leur cachet en participation. Ce qui veut dire qu'ils touchent une partie de leur cachet, disons, en liquidité pendant le tournage et une autre partie en participation sur les recettes du film. Chacun accepte de travailler dans le film, j'imagine, pour l'intérêt qu'il prend à ce projet particulièrement, et aussi parce que nous formons un phénomène d'équipe. Si vous voulez, c'est une façon de compenser notre manque d'argent, c'est d'essayer de créer presque un phénomène de troupe, aussi bien avec les comédiens que les techniciens, d'essayer de travailler ensemble et de faire un type de cinéma qui nous intéresse, mais en dehors des grands circuits habituels de la production et de la distribution, si vous voulez. Cette expérience, qui n'est pas unique, montre que des chemins existent pour sortir des schémas classiques et tenter de surmonter la crise. Mais ce n'est qu'un premier pas timide. D'autres solutions peuvent sûrement être trouvées. Il n'est pas normal que le cinéma soit la seule industrie de loisirs qui ait régressé au cours de ces 10 dernières années. Retour donc sur ce plateau pour vous parler du judo. Je vous en ai dit quelques mots tout à l'heure et d'autres précisions. Vous le savez, la France a déjà 3 médailles, dont 2 d'or, et ce soir nous aurons 2 autres médailles. Obligatoirement 2 d'argent et nous l'espérons 2 médailles d'or. En effet, Parisi, qui tire dans la catégorie des toutes catégories, et Le Beaupin en léger sont tous deux en finale, donc au mieux ou au pire plutôt pour eux, une médaille d'argent. Et demain il y aura la finale par équipe, là aussi une bonne chance de médaille pour la France. En rugby, on connaît depuis cet après-midi l'un des finalistes du championnat de France, Béziers, a en effet battu Nice par 15 points à 10. L'autre finaliste sera connu demain à l'issue du match Perpignan-Romans. Sur cette remise en jeu de Richard Astre, vous allez voir se développer l'essai qui assure définitivement la victoire de Béziers. Mais Nice marquera un essai dans les toutes dernières minutes par Safra et le score final atteindra 15-10. Regardez bien ici, c'est Guy aplati dans l'embut. Les Niçois ont eu le mérite de ne jamais baisser les bras. Hélas, ils sont tombés notamment sur un Lacaze en méforme qui a raté toutes les pénalités et transformations. La puissance du pack biterrois a donc prévalu, des biterrois que beaucoup condamnaient impitoyablement au déclin. Une surprise a marqué la deuxième journée des championnats d'Europe de gymnastique qui se déroulent à Prague. Maria Komanici, vous le savez, la petite gagnante du titre individuel la veille et qui était championne olympique, ne s'est pas présentée sur le podium après avoir gagné l'épreuve de la poutre. La championne olympique s'est retirée de la compétition, les dirigeants roumains étant mécontents de la deuxième place que lui avaient accordé les juges au saut au cheval d'arçon. Et puis, un télégramme m'apprend à l'instant que la Roumanie se tiendra désormais à l'écart de toute activité de gymnastique internationale jusqu'à ce que des changements soient intervenus dans les règlements de la compétition internationale de gymnastique. Mon confrère Renaud Revel écrivait ce matin dans l'Aurore ces quelques mots: il a tout, le feeling policé d'un Otis Redding, la virtuosité digitale d'un Jimi Hendrix et la poésie toute crue d'un Bob Dylan. Ce personnage fabuleux qui réunit ainsi toutes les qualités et qui s'appelle Bob Marley, eh bien de mémoire de Parisien, on n'avait jamais vu autant de monde et surtout un tel enthousiasme pour un gala de ce chanteur. Mardi soir, ils étaient en effet 14 000 à se presser au pavillon de Paris pour écouter donc Bob Marley, le roi du reggae. Cette musique surgit des tréfonds de la misère jamaïcaine, mêle sur un tempo déchaîné l'élan mystique et le message politique.
Cet homme de 1m60 avec ses anglaises frisées ne se contente pas d'hurler une musique coup de poing. Bob Marley jette également un cri de révolte contre la misère et l'oppression. Il traîne dans son sillage le Rastafari, cette religion solidement implantée à la Jamaïque, qui interdit à ses pratiquants d'absorber de la viande ou du sel, et qui surtout prône le retour aux sources de la négritude, le retour à l'Éthiopie. S'il y a la suite des anglo-saxons, les jeunes Français se sont entichés du reggae, c'est en partie grâce à une émission de radio, Bananas. Le reggae, c'est devenu important pour les Français, mais ça l'était déjà beaucoup pour les Anglais et puis pour les Américains, parce que ça permettait un renouvellement, une nouvelle fraîcheur de tout ce qui touchait un petit peu au rock music et à la pop music. Et le reggae, c'était déjà avant tout un rythme très lancinant, une musique qui est typiquement jamaïcaine, mais qui est assez neuve, parce qu'en fait, c'est une musique qui date des années 60, un tas de mélange du vieux rhythm and blues américain, puis de la musique typiquement jamaïcaine de là-bas, qui donne vraiment un truc qu'on veut faire nulle part ailleurs, je crois. Mais vous avez réussi à avoir une interview de Marley. Moi, j'ai jamais réussi à en faire une seule dans toute ma vie. On devrait l'interviewer ce soir. Je vous souhaite bien du plaisir, parce que tout ce que j'ai lu de lui au point de vue interview, c'est totalement dément. D'abord, ils sont tellement défoncés qu'il faut dire que le ganja, la marijuana jamaïcaine, se fume là-bas comme une herbe médicinale ou presque. On fume des tonnes. Et alors, il va être à 3 pieds au-dessus de terre quand vous allez interviewer. Je vous souhaite bien du plaisir, ça va être drôle. Music is all about music. Oh, la musique, c'est toute la musique. Mais c'est plus. Yeah, you know, unity of the world. C'est sur l'unité du monde, sur les gens qui se réunissent et qui vivent comme un seul. So that's all about. Peace ideas. Des idées de paix? Well, not really ideas. Oh, pas vraiment, plutôt la réalité de la paix. Il s'appelle Bob Marley et c'est le roi du reggae. Un mot de la météo du nord de la Bretagne et de la Manche au nord du bassin parisien. Le temps frais le matin sera nuageux avec des éclaircies demain. Plus au sud, le temps sera très nuageux avec des pluies matinales du sud de la Bretagne aux Alpes et aux régions méditerranéennes. Les températures dans l'ensemble resteront assez basses pour la saison. Voilà, ce journal est terminé. Peu après 23h, aux alentours de 23h10, vous retrouverez Hélène Vida. Bonne soirée.